Depuis sa toute première adaptation au cinéma, en 1908, dans Robin Hood and His Merry Men, les légendes de Robin des Bois n'ont pas cessé d'alimenter les fantasmes des cinéastes, des scénaristes, si bien qu'on compte plus d'une centaine de films depuis le début de l'histoire du cinéma mettant en scène le célèbre Hors-la-Loi. Alors, tous ces films nous ont permis de cristalliser, d'une certaine manière, dans l'esprit de chacun, une certaine vision de Robin des Bois et de son époque. Donc on a une association plus ou moins pérenne grâce au cinéma avec Richard Cœur de Lion à la Troisième Croisade, donc on se situe très clairement au XIIe siècle, et peu de films dérogent effectivement à la règle. Mais qu'est-ce qu'on peut dire finalement de l'historicité et de la littérarité de cette vision-là de Robin des Bois que nous transmet le cinéma? Quelle image de Robin nous donne le cinéma? Quels composants de sa légende ont survécu à la longue reconfiguration médiatique du mythe? Dans cette communication, justement, je me propose de revenir sur la façon dont le cinéma a permis de réimaginer, au sens étymologique du terme, une légende médiévale et d'ainsi transformer un récit millénaire en une authentique modernité médiévale. Donc, on va passer assez rapidement à travers l'histoire des adaptations de Robin des Bois. J'ai fait quelques sélections, puisque Robin a pris différents visages au fur et à mesure des siècles, différentes apparences. Il a volé aux riches pour voler aux pauvres dans différentes périodes même, puisqu'il y a des transpositions modernes de l'histoire. Et on va voir que finalement, tous ces films, toutes ces variantes proposent systématiquement les mêmes itérations, les mêmes thèmes, les mêmes images. Donc la plupart de ces films, les plus vieux, sont un peu difficiles à trouver, mais c'est pas très important de les avoir vus pour ça. Donc, après 1908, l'une des plus iconiques des adaptations, c'est celle de 1922, Robin des Bois, avec Douglas Fairbanks dans le rôle titre, qui a coûté $1 million à l'époque. Donc $1 million en 1922, c'est colossal pour le budget d'un film, et qui a été un très très gros succès au box-office, qui en a fait un très grand succès. Le film est un classique du cinéma de bien des manières, et il a marqué l'histoire, puisqu'il a établi certains aspects, certains thèmes de la légende, qui seront ensuite plus ou moins copiés-collés, systématiquement retravaillés, réadaptés par les adaptations suivantes. Donc Robin mène une armée contre le prince Jean qui a usurpé le trône, il entraîne des paysans à se battre contre le shérif de Nottingham, il se bat jusqu'au retour du roi Richard de croisade, etc. Donc, on en arrive ensuite, quelques années plus tard, 1938, Les Aventures de Robin des Bois, un autre très très grand classique, très iconique, avec Errol Flynn cette fois-ci dans le rôle titre. Donc sorti en 1938. C'est probablement l'une des adaptations les plus célèbres, les plus emblématiques de la légende de Robin des Bois, qui a vraiment ancré dans l'imaginaire des gens, après Fairbanks, plusieurs thèmes, plusieurs aspects du mythe de Robin, notamment l'insistance sur ses talents d'archer et la mise en avant du fameux concours de tir à l'arc avec la flèche dans la flèche. Voilà. Donc on commence à institutionnaliser, si vous voulez, quelques thèmes récurrents. Tout le reste, le prince Jean, etc., on retrouve comme souvent la même chose, les mêmes thématiques. Une des adaptations les plus intéressantes à mon sens, on va revenir après sur l'autre. Non, c'était bien celle-là. Et justement, celle que plus ou moins tout le monde connaît, plusieurs générations ont connu Robin des Bois grâce au renard. L'adaptation des studios Disney de 1973 et qui introduit donc ce personnage pour plusieurs nouvelles générations, comme je l'ai dit. Dans ce film, tous les personnages sont des animaux, donc on s'inspire très ouvertement de la fable, du roman de renard. C'est une des références affichées des studios Disney à l'époque. Et évidemment, c'est un film Disney, du coup, tout le monde chante en permanence. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas très gênant. Si ce n'est que, finalement, le film insiste encore une fois sur les compétences au tir à l'arc de Robin. On revient sur le fait que c'est un maître du déguisement, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les textes médiévaux, mais qui était un peu passé à l'as jusque-là dans les films. Là, évidemment, la romance avec Marianne est prépondérante, elle est très importante. Le prince Jean est là, le retour du roi Richard, etc., etc. Vous commencez à voir, on a systématiquement finalement les mêmes choses qui se répètent en boucle encore et encore.
Une des adaptations qui est, à mon sens, les plus intéressantes, ma préférée très clairement, et c'est celle dont je vous ai envoyé un extrait, c'est La Rose et la Flèche de 1976, avec Sean Connery dans le rôle de Robin des Bois et Audrey Hepburn dans le rôle de Marianne, bonne sœur, comme vous pouvez le voir. Donc, le film a été réalisé par Richard Lester, et dans cette adaptation, on a un Robin plus âgé, plus marqué par la vie, clairement, et c'est un Robin qui revient de croisade. Il y a été, il est parti, il a abandonné Marianne, il a abandonné les Joyeux Compagnons, et Marianne, déçue, abandonnée, rejoint un couvent, du coup, se fait sœur, et Robin finit par revenir complètement traumatisé, en syndrome de stress post-traumatique affiché. L'extrait que je vous ai envoyé revient clairement là-dessus, sur cette idée des horreurs qu'il a été obligé de commettre finalement pendant la guerre pour le roi Richard. Et c'est évidemment un film qui est très connoté, très influencé par le contexte politique des années 70. On est clairement dans un contexte de la guerre du Vietnam, c'est un film britannique, mais le Vietnam est omniprésent, et surtout cet impact finalement sur les vétérans qui reviennent et leur difficulté à se réadapter à la vie, et là c'est clairement ça, est vraiment mise au devant de la scène. Donc c'est mon film préféré, mon adaptation préférée. Ensuite, on avance un peu dans le temps, de 76 on passe à 91, et un film qui est très aimé par toute une génération. Si vous êtes né à la fin des années 80, vous avez grandi aussi devant celui-ci. Alors, c'est, comme je vous l'ai indiqué, avec Kevin Costner dans le rôle titre et son célèbre accent américain. La légende veut que Kevin Costner ait essayé de faire l'accent britannique, que le réalisateur lui ait dit « stop, on arrête tout, fais-le en mode Yankee et on verra ». Et du coup, dans certaines séquences, vous pouvez voir par moments, il glisse, il essaye, mais ça marche pas, très clairement. Mais le film est sympathique. On a Morgan Freeman qui joue du coup un peu son bras droit, son sidekick, qui vient avec lui, qui rentre de croisade avec Robin, et on a cette thématique de l'usurpation. Il revient, il a perdu ses terres, etc. Le prince Jean, le shérif de Nottingham sont saisis de tout ça. Il va mettre en place justement une forme de rébellion, de résistance contre l'autorité locale, contre le pouvoir en place. Et ce que le film fait très bien, si ce n'est que de nous montrer que tout explose en permanence, c'est très américain. Robin tire des flèches, les flèches explosent, il y a tout qui... Enfin, c'est formidable. C'est Michael Bay avant l'heure, si vous voulez. Et... mais une des choses que le film montre très bien, c'est en fait un Moyen-Âge, une vision du Moyen-Âge non blanche, non chrétienne, puisque le bras droit de Robin dans ce film est incarné par Morgan Freeman, Azim, qui est un musulman qui introduit finalement dans l'histoire toute la culture et toute la science des musulmans au Moyen-Âge. Et on voit en fait, au moins le film fait cet effort-là d'essayer d'apporter quelque chose, une vision un peu différente de cette représentation qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent. Et encore une fois, c'est toujours un peu la même chose pour le reste. Ils volent aux riches, ils donnent aux pauvres plus ou moins en fonction des moments, ils se battent, ça explose, etc. Je ne pouvais pas ne pas parler de ce film. 1993, Sacré Robin des Bois, ou dans le titre original Des hommes en collant, qui est aussi le titre québécois, réalisé, écrit par Mel Brooks, qui est une pastiche complète du film de Kevin Costner. Et on le voit sur l'image que j'ai choisi de vous montrer. Il y va franchement en termes de talent d'archer. Il reprend toutes les scènes un peu emblématiques, notamment le concours d'archer. Et quand quelqu'un finalement perce la flèche à sa place, il sort le script du film pour voir si c'est bien ça, si c'est bien juste, et finalement, il finit par faire exploser la cible à la Kevin Costner avec une flèche finalement un peu téléguidée et qui explose au contact de la cible. Donc, et pareil, il a un bras droit qui est incarné par un acteur de couleur et dont le nom est Achou, ce qui fait que systématiquement, quand il appelle son pote, tout le monde dit à tes souhaits dans le film, c'est un peu un truc régulier. Et Robin revient de croisade, et comme Kevin Costner, il ne comprend pas ce qui s'est passé pendant son absence, sauf que là, il joue sur le fait que du coup, il est complètement largué, il demande en permanence ce qui se passe, il a tout oublié sur ce qu'il était avant, plus ou moins, il a même perdu son poisson rouge, nous dit le film, donc c'est dramatique pour son retour en Angleterre. J'avance encore une fois dans le temps, et en termes on va avoir une autre adaptation, celle de 2010, c'est la dernière sur laquelle je m'arrêterai parce que c'est vraiment juste pour vous illustrer quelques points récurrents, réalisé par Ridley Scott,
avec Russell Crowe dans le rôle titre, et comme souvent, et comme le disait William, avec Ridley Scott au Moyen-Âge, il y a du brouillard, il fait froid, tout le monde tire la gueule, et dans celui-là, comme dans tous les autres, mais voilà. Et ce qui est intéressant dans cette vision du mythe de Robin des Bois, c'est que c'est un genre de préquel. Si vous voulez, Robin rentre de croisade, sauf qu'il va usurper l'identité de Robert de Locksley, le Robin des Bois un peu iconique que tout le monde connaît, le noble. Il s'habille en chevalier, il récupère son épée, il va incarner en fait Robert de Locksley en Angleterre et mener un peu la résistance des barons contre Jean sans terre. Donc le film essaie d'ancrer historiquement le film clairement au XIIe siècle. Richard Cœur de Lion meurt en croisade en France, Jean devient roi, et c'est plus ou moins au moment de la révolte des barons en Angleterre avec l'imposition de la Magna Carta, et donc Robin des Bois se retrouve, bon gré, mal gré, forcé un peu au bourrin là-dedans, en train d'essayer d'y retrouver sa place d'un point de vue historique. Mais le film est malgré tout intéressant pour plusieurs aspects, notamment la caractérisation de Marianne, qui est la veuve de Robert de Locksley, et qui n'est pas la veuve éplorée habituelle, ou l'espèce de femme un peu en détresse que Robin sauve, ou que Robin... voilà, elle prend les armes littéralement, habillée en armure, à cheval, dans la bataille finale, donc elle est beaucoup plus active comme représentation féminine de Marianne. Donc en résumé, on peut voir que tous ces films, tournés à différentes époques, de 1920, des années 20-22 jusqu'au... il y a une dizaine d'années, et encore on en a eu d'autres depuis 2010, depuis Ridley Scott, tous ces films jouent avec différentes sensibilités esthétiques, différentes sensibilités politiques, mais reconfigurent systématiquement le récit autour d'éléments iconiques de la légende, autour d'images instantanément identifiables comme étant constitutives, si vous voulez, de l'unité mythique Robin des Bois, entre guillemets. Alors, et je suis content de passer juste après William, qui m'a bien mâché le travail par rapport à tout ce qui est iconogramme et tout ça, donc on va pouvoir aller un peu plus rapidement là-dessus. On va s'arrêter toutefois sur cette idée justement de cette structure du mythe de Robin des Bois aujourd'hui. Et ce que le cinéma finalement nous laisse de cette médiatisation, de ces textes originaux qui datent plus ou moins du XIVe au XVIe siècle, et pour leur version écrite, il y en a des beaucoup plus anciens qui ont été perdus en termes de transmission orale, mais qu'est-ce que le cinéma a fait finalement du mythe de Robin des Bois? Donc, il existe effectivement plusieurs façons d'appréhender ces différents éléments constitutifs de la légende. Donc l'ouvrage de François-Mille de la Bretèque, l'imaginaire médiéval dans le cinéma occidental, dont William Blanc vous a parlé, propose finalement de coder le Moyen-Âge, de permettre son identification et sa reconnaissance parmi la multitude de signes culturels grâce à ces iconogrammes dont William nous a parlé, ces petites unités de figuration, comme il l'écrit, qui interagissent avec des concepts cadres tels que la chevalerie, la féodalité, avec des lieux communs narratifs tels que le banquet, le combat singulier, tout ce qui fait, comme on l'a vu, médiéval. Ce sont des éléments premiers en nombre limité mais irréductibles, constants dans la structure, quoique variables dans le détail. Donc ça peut être l'armure, la muraille, crénelé, la croix, l'épée, l'arc, la flèche, etc. Sont récurrents au cinéma, à la télévision, on les retrouve dans les appareils décoratifs des fêtes médiévales, en bannière de sites internet dédiés au Moyen-Âge, et j'en passe, ils sont partout, c'est ce qui fait médiéval. Donc on a ces iconogrammes d'un côté qui pourraient nous permettre finalement de structurer un peu ce mythe. Ou on pourrait utiliser finalement ce que nous dit Gérard Chandès dans son article, justement, et nous parler de réplicateurs. Par emprunt à l'anglais, replicator, qui est un concept issu de théorie darwinienne. Donc un réplicateur, c'est une réalité dont la structure, dont la morphologie, si vous voulez, ou la matière, ont une incidence sur ses possibilités d'être reproduites dans son environnement et de se propager.
un objet est un réplicateur s'il peut connaître des variations non critiques, s'il est le résultat d'une sélection puis d'une conservation par propagation en milieu évolutif. Donc on a certains aspects du Moyen-Âge finalement qui ont été reproduits au fil des siècles, au fil des générations. Et comme disait plus ou moins Umberto Eco, c'est que finalement ce Moyen-Âge qu'on a, c'est un rêve du Moyen-Âge, c'est une conception, c'est une imagination d'une époque historique, faite de transmission de certaines idées, de certaines images. Donc dans le cas de Robin des Bois, on le voit, c'est parfaitement adapté. On pourrait parler de réplicateur, on pourrait parler d'iconogramme, puisque ces éléments constitutifs se propagent via la médiatisation du mythe, via son accès à l'écrit d'abord, puis par le cinéma, média évolutif par excellence, depuis 1908. On pourrait également voir ces choses comme un mythographe les verrait, et je dois admettre que c'est là que ma déformation ou formation grenobloise aux côtés de Philippe Walter et du Centre de recherche sur l'imaginaire fait parler, c'est que si on va dans cette direction et qu'on s'intéresse du coup plus à la manière de Claude Lévi-Strauss sur la structure du mythe de Robin des Bois, on peut voir des choses intéressantes sur cette reconfiguration du mythe. Donc, Lévi-Strauss a étudié le mythe sous l'angle du structuralisme, ce qui a marqué un tournant essentiel dans l'évolution de l'étude des mythes. Le mythe est perçu chez Lévi-Strauss, comme chez Dumézil, comme un système de communication, sauf qu'à la différence que Lévi-Strauss s'appuie sur un modèle de type linguistique, coupé de la réalité contextuelle dans laquelle est perpétué le mythe. Dans son article « La structure des mythes », Lévi-Strauss, donc, analyse le mythe comme un être linguistique qui puisse simultanément relever, je le cite, du domaine de la parole et celui de la langue, tout en offrant à un troisième niveau le même caractère d'objet absolu que, par exemple, l'idéologie politique. Lévi-Strauss affirme aussi que, de même que la fonction significative de la langue n'est pas liée au son isolé, mais à la manière dont les sons sont combinés entre eux, de même, le sens des mythes, je cite, ne peut tenir aux éléments isolés qui entrent dans leur composition, mais à la manière dont ces éléments se trouvent combinés. On est plus dans une idée, finalement, d'éléments qui vont être combinés les uns avec les autres et qui vont permettre de produire un ensemble plus ou moins cohérent. Le mythe est formé, donc il le dit, de grosses unités constitutives qu'il nomme mythèmes, qui se situent à un niveau supérieur aux phonèmes et aux morphèmes pour Lévi-Strauss. Et il tente, dans son article, de déterminer les mythèmes constituant le mythe d'Œdipe, pour illustrer ça, en traduisant en phrases les plus courtes possibles l'enchaînement des événements du mythe d'Œdipe dans la narration. Donc ces phrases révèlent des relations entre un prédicat et un sujet. Les mythèmes, on va le voir, ne correspondent pas à ces relations isolées, mais à des paquets de relations qui, se regroupant de manière plus ou moins élémentaire, sous un thème commun, permettent de nous dire quelque chose. C'est sous la forme de cette combinaison de paquets d'informations que les unités constitutives élémentaires, ces mythèmes, acquièrent leur sens, comme les sons acquièrent leur fonction signifiante dans la combinaison des mots. Donc la méthode structuraliste présentée par Lévi-Strauss permet à première vue de prendre en compte la nature synchronique et diachronique du mythe, par l'analyse des relations élémentaires dans leur succession et par leur regroupement en mythèmes. Cette approche présente de nombreux avantages, dont la possibilité de développer finalement un peu une histoire, une phylogénie des mythes, à savoir identifier les mythèmes communs à différents mythes et de les relier entre eux. Un peu comme avec les différents éléments linguistiques, on arrive à retrouver les racines linguistiques. Donc, je me suis amusé à le faire pour Robin des Bois aujourd'hui, ce qui donnerait à peu près ça. Donc, pour Lévi-Strauss, ce genre de schéma est à lire un peu comme une partition musicale, c'est-à-dire de manière synchronique et diachronique en même temps. On le voit, on a différentes unités reliées entre elles avec des catégories en dessous. Donc, c'est une proposition, ça a uniquement pour vocation à illustrer mon propos, hein, ce n'est pas une vision unique, définitive de la structure du mythe actuel de Robin des Bois, mais c'est pour nous donner une idée. Donc on voit Jean usurpe, abuse du pouvoir de Richard, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les films. Robin se réfugie dans les bois, c'est systématiquement aussi dans tous les films, l'opposition entre Nottingham et Sherwood. Donc Robert de Locksley, Robin des Bois, l'association entre les deux personnages qui est très tardive dans l'histoire du mythe
mais qui est maintenant indissociable. Tout le monde part du principe, j'ai fait des enquêtes de terrain un peu par rapport à ça dans des écoles, tout le monde part du principe que la véritable identité de Robin des Bois, c'est Robert de Locksley. Tout le monde sait que c'est un noble qui a été destitué, qui est parti un peu en guerre contre le pouvoir et qui est dans les bois. Voilà. Donc la formation des joyeux compagnons avec Frère Tuck, etc., c'est aussi quelque chose de récurrent. Les joyeux compagnons affrontent le shérif de Nottingham, ça aussi on le retrouve systématiquement. Ils volent aux riches pour donner aux pauvres. Robin affronte Petit Jean, c'est quelque chose qui est emblématique des récits originaux et que certains films nous montrent aussi. C'est la rencontre entre les deux grands acolytes. Hein, c'est la bataille au bâton sur une espèce de rondin de bois, et puis Jean fait systématiquement tomber Robin dans l'eau, et c'est cette amitié née comme ça. Robin a une relation amoureuse avec Marianne, le héros est un archer, j'ai souligné le rapport avec les yeomen, on verra pourquoi, et le retour de croisade de Richard. Donc on voit, ça se réduirait sous différentes catégories, des rapports de classe, des rapports humains, un cadre géographique et une négation de l'autorité locale par rapport à... Donc voilà, ça c'est une proposition de structure du mythe de Robin des Bois aujourd'hui. Ça nous ramène à nous demander ce qu'il en est finalement de l'historicité de ces mythèmes ou de ces réplicateurs ou de ces iconogrammes. Est-ce qu'ils sont propres à la légende, telle qu'elle a commencé à être retranscrite au Moyen-Âge, ou est-ce que sa médiatisation progressive a effectivement entraîné une reconfiguration complète du mythe? Donc, j'avance un peu. Robin au Moyen-Âge, finalement, on doit sa toute première référence écrite à Piers Plowman dans un texte donc de 1377, où je vous donne la version moyenne anglaise et française, et le moyen anglais donnerait: If he shall the day be this day, quare me list nor to look, he can not perfectly me paternoster as the priest it singeth, but he can remes of Robin Hood and Randolph Earl of Chester. Donc on voit que l'idée que Robin des Bois soit plus facile à réciter, les histoires de Robin des Bois sont plus faciles à réciter pour les paysans que le paternoster. Donc la messe, pas trop. Les aventures de Robin des Bois transmises à l'oral, par contre, oui, ça leur parle. Et c'est la première référence écrite à Robin. Quelques années plus tard, entre 1405 et 1410, un frère franciscain blâme dans un texte intitulé Dives and Pauper, se préférant entendre un conte ou un chant de Robin des Bois ou de quelques paillardises plutôt que d'écouter la messe ou les matines. Donc on a encore une fois cette insistance sur le fait que c'est un héros populaire. Il est associé au peuple, et il n'a pas spécialement eu de censure du clergé au Moyen-Âge par rapport aux méfaits de Robin. De même, étant avant tout un redoutable hors-la-loi, son nom a commencé à être de plus en plus cité dans le domaine juridique. On a un procès tenu en 1429 qui fait référence à un groupe de criminels nommé Robin des Bois, qui était à Barnesdale, la forêt originelle avant que ça se transfère sur Sherwood. Tandis que 10 ans plus tard, une pétition présentée au Parlement fait état des méfaits d'un certain Piers Venables du Derbyshire, un criminel s'étant entouré d'un groupe de compagnons qui, une fois leur forfait accompli, je cite le document du procès, allèrent dans les bois de ce comté comme s'ils avaient été Robin des Bois et ses compagnons. C'est quelque chose d'emblématique. Sa popularité, elle est établie aussi bien dans les textes juridiques que populaires. Robin des Bois donc vole aux riches pour donner aux pauvres, ça a toujours été plus ou moins sa façon de faire, et c'est une question de classe qui est finalement prépondérante, centrale dans cette version de la légende. Robin n'a rien au début du noble voleur, il ne fait pas partie de la noblesse ou de l'aristocratie, au contraire, en fait, il fait partie d'une classe différente. C'est un yeoman, c'est-à-dire un petit paysan, propriétaire terrien. C'est une classe sociale en Angleterre un peu entre deux, qui deviennent au cours du XIVe siècle une classe militaire, troisième en rang après les chevaliers et les écuyers. Et ils sont connus essentiellement pour leur maniement de l'arc, et ce sont notamment les yeomen qui mirent à mal l'armée française à Azincourt en 1415. Donc avec ce maniement de l'arc long. Donc on voit l'association de Robin des Bois avec son arc, son arme emblématique, est déjà fondamentalement liée à sa classe sociale, qui est complètement différente de ce que a pu nous montrer les films jusqu'à peu. Si ce n'est le film de Ridley Scott, qui montre justement l'évolution de Robin de yeoman à noble. Donc on a cette idée-là, on sait que
Robin est un yeoman, et le narrateur de Robin des Bois et le Potier débute et achève notamment son récit par une référence directe à la classe de son public. Je cite « Écoutez-moi mes bons yeomen » ou plus tard « Puisse Dieu avoir pitié de l'âme de Robin et sauver tous les bons yeomen ». Donc des adresses directes à un public qui est censé être devant l'orateur et qui sont donc très clairement aussi associés à cette classe sociale. Donc, plus important encore, ce lien fort avec sa classe fait de Robin un homme libre, qui n'est pas un serf labourant ses terres, les terres d'un seigneur, mais c'est un paysan indépendant. Et la geste de Robin des Bois, le premier récit écrit de la légende, affiche très clairement l'appartenance de Robin à cette classe. Donc c'est écoutez-moi bien, mes gentilshommes, vous qui avez du sang d'homme libre, je vais vous parler d'un bon yeoman, son nom était Robin des Bois. C'est comme ça que se lance la geste. On voit aussi que la réputation du hors-la-loi dépasse clairement les frontières de la forêt. Lorsque Petit-Jean rencontre un chevalier, il lui demande notamment de venir voir son maître, ce qui donne lieu à cet échange. « Qui est ton maître ?» demanda le chevalier. « Robin des Bois, répond Petit-Jean. C'est un bon yeoman, dit le chevalier, dont j'ai entendu grand bien. » Donc, je vais passer un peu sur certains éléments, sur le fait justement que donc Robin est opposé au clergé dans les textes originaux, il est opposé au pouvoir local, il est opposé au shérif de Nottingham, mais il n'a absolument aucune prétention à renverser l'ordre établi à une échelle beaucoup plus nationale. Il se moque complètement du fait que le prince Jean ou le roi autre, voilà, parce qu'à l'époque, c'est pas le même ancrage historique des textes. Donc c'est beaucoup plus local, c'est vraiment dans le comté de Nottingham, et c'est autour de la forêt de Barnesdale d'abord, et de la ville de Nottingham. Et l'essentiel des textes mettent en avant Robin aidant même des chevaliers. Il prête de l'argent à un chevalier dans le besoin, il envoie Petit-Jean accompagner le chevalier parce que le chevalier n'a pas d'écuyer, donc le temps qu'il refasse sa fortune. Donc c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est prêt à donner, mais qui est aussi prêt à tuer pour défendre son territoire, ce que les récits médiévaux nous montrent bien, ce que les films nous montrent moins, ce côté brutal et finalement très violent de Robin. Donc je passe sur certaines choses, si ce n'est cet autre extrait où on voit Robin parlant aux joyeux compagnons, leur demandant de ne jamais nuire à un petit paysan qui laboure la terre avec sa charrue. Vous ne toucherez pas non plus au bon yeoman marchant dans les forêts des vertes forêts, ni au chevalier ou à l'écuyer qui se montrera bon compagnon. Donc il n'a pas, c'est pas une espèce de blocage par rapport à toutes les autres classes sociales. Il est prêt à aider qui que ce soit qui sera bon compagnon, mais toujours dans un domaine beaucoup plus local, c'est centré autour de Nottingham et de la forêt. J'arrive à ma conclusion très rapidement. Donc, qu'est-ce qui reste finalement des mythèmes originaux de la légende yeoman s'étant développée, transmise de bouche à oreille durant le Moyen-Âge? On voit qu'il y a certains éléments qu'on a pu voir dans les films et que j'ai mis sur ce schéma-là, qu'on ne retrouve pas forcément, qui ont été transformés. Si l'on reprend le schéma inspiré de Lévi-Strauss, on peut noter que certaines unités sont clairement plus historiques que d'autres. Celles que j'ai identifiées ici, en grisé, sont celles qui ont tendance à remonter le plus loin dans l'histoire des textes. Certaines proviennent des textes les plus anciens, nous étant parvenus, d'autres sont propres aux différents médias, dont le cinéma ayant permis la transmission de la légende. Et ça va être plus ces éléments-là, en noir, qui vont être plus récents et qui vont être liés à la médiatisation du mythe. Donc certains mythèmes, comme celui de la relation avec Marianne, se retrouvent dans certains textes plus tardifs du XVIe siècle, dans la mesure où son personnage s'est largement vu associé à Robin durant la popularisation des fêtes traditionnelles de mai. Et on peut donc en conclure que si le mythe perdure, sa structure, son ADN s'est clairement vu reconfiguré au fil des siècles, et des adaptations, que ce soit textuelles et au cinéma surtout. Comme le rappelait si justement donc Lévi-Strauss, nous pouvons définir que chaque mythe, on peut définir chaque mythe par l'ensemble de toutes ses versions. Autrement dit, le mythe reste mythe aussi longtemps qu'il est perçu comme tel. Fin de citation. Et d'une certaine manière, il en va aussi de tel pour Robin des Bois, qui a été entièrement restructuré. Son mythe actuel, on le voit, est une recomposition, une reconfiguration de mythèmes plus récents et plus anciens. Voilà, je vais m'arrêter. Merci.